Je remercie chaleureusement tout le monde au sein de l'association pour ces riches heures de partage, pour votre travail assidu et votre fidèle hospitalité. Merci à ce merveilleux musée aussi de nous accueillir. Je m'étais donc embarqué il y a quelques années dans une traversée au long cours de l'imagerie amoureuse dans la peinture pompéienne. Praena wiga wimus, lucili vitam, écrivait Sénèque. Nous avons côtoyé, cher Lucilius, les rives de la vie. Post longum intervallum Pompeios tuos vidi, il y a longtemps que je n'avais pas revu Pompéi, il poursuit. Je touche terre enfin et voudrais conclure ce patient cabotage au pays de la rencontre amoureuse et de l'imaginaire romain par quelques réflexions sur ces tableaux fixés dans une vision accomplie, pacifiée du couple, comme un triomphe de l'amour, un havre, un îlot de tendresse au milieu du tumulte. Ce sont toutes figures divines ou héroïques de ces aristocrates de l'amour qui auraient accordé à quelques peintres de cour le privilège de poser en couple le temps d'un portrait entre le lit et l'ambroisie dans le frais d'un tablinum ou d'un péristyle. Eux qui sont sans cesse, oi aeiontes, qui ne sont que désir et non frein que dans la puissance de leurs semblables, qui se rient des amours licites, des concessa furta promis par Ovide au début de son art d'aimer, et ont tout loisir de venir folâtrer dans la demeure des hommes, de s'afficher insolents au comble de leurs désirs, pleins de leurs conquêtes et de leurs plaisirs. Certes, on l'avait vu d'emblée, ils goûtent peu les peintres pornographes, se livrent peu à l'inspiration des tabellae. La prédation leur sied mieux, la prédation est l'extase. La beauté est du Dieu arrêté, disait Pascal Quignard, extase du premier contact, extase du prédateur devant sa proie, extase d'être à l'autre et l'autre à soi. C'est donc à ces images de couples épris, savourant à nos yeux leur félicité, à leur corps conjugué, subjugué, à l'apogée d'un désir partagé que nous voudrions maintenant aborder. Dans le tablinum I de la maison de Caecilius Iucundus, ce sont des couples de satyres et de ménades qui flattaient le goût des maîtres. L'ardeur brusque des satyres, l'équivoque résistance des ménades s'est muée en une pacifique complicité charnelle. Serrés l'un contre l'autre, les amants se livrent à nous. Sur le premier tableau, la jeune femme, couronnée de feuilles et de fleurs, nous présente sa poitrine, trahie par sa robe transparente. Son regard doux s'échappe vers la lumière, rehaussant ses traits délicats, la pulpe de ses lèvres. Le satyre se tient légèrement en deçà, il lève sur elle un regard intense. Son cou, son visage, sa couronne doucement s'arrondissent à son endroit. Sur le second portrait, assez abîmé, le bras de la ménade fait cercle autour de sa tête, sa main ploie, gracieuse, effleurant la chevelure de l'amant qui l'étreint. La jeune femme du troisième tableau, de même, a passé son bras derrière le satyre, mimant avec ses doigts tombants le feuillage de sa couronne. Ils portent bijoux et insignes des fidèles de Dionysos. Leurs regards glissent hors champ, l'un dans l'air, l'autre à l'horizon. Le bras accoudé, épousant le bas du cadre, le faune déploie sa main sous le sein de sa compagne. Ce geste revient sur plusieurs tableaux. Il est dans le contexte de la peinture pompéienne exclusivement masculin. Invitation suggestive à l'union, il dit quelque chose d'une possession physique. Dans un tableau du 4e style retrouvé dans la maison du bracelet d'or, Dionysos s'est étendu à côté d'Ariane, amoureusement disposé, le bras ramené derrière sa tête. Il a saisi le sein de la jeune femme. On aperçoit au loin le navire de Thésée s'enfuyant, et devant un Silène ahuri, Ariane porte sa main sous la main du dieu. On ne saurait dire si elle conduit son geste ou veut s'en défendre. Le regard inspiré de l'un croise le regard troublé de l'autre. Sur une peinture à peu près contemporaine de la maison de Méléagre, c'est Mars qui, de la même manière, salit le corps de Vénus. Les deux sont assis, leurs jambes se répètent. Le dieu d'une main enveloppe le sein de sa compagne, de l'autre, passant derrière ses épaules, retient un pan de sa robe ouverte. Le bras levé, la déesse hisse une autre partie du manteau qui la cerne. Dans cet enlacement subtil des corps, bras et tête font cercle, sublimant la rencontre du guerrier et de la beauté, de leur chair dont les murs renvoient les tons distincts.
de leurs attributs que de part et d'autre du groupe présentent deux amours ailés. Sur des représentations plus anciennes du couple, comme sur celle-ci de la maison de l'amour puni, Vénus est assise sur un siège ouvragé, tandis que Mars se tient debout derrière elle. Il plonge son bras entre les plis serrés de sa robe pour toucher sa poitrine à travers sa fine tunique. L'atmosphère réservée du troisième style, la tenue pudique de la déesse, confère au geste une tournure plus euphémique. Elle a glissé sa main sous l'avant-bras de son amant. Je vous ai mis un détail, un léger sourire éclaire son regard songeur. Eros vole à côté d'eux, attentif aux gestes échangés. Il porte tendu entre ses mains une fine chaîne, corne un anneau, symbole de leur union. Une jeune fille accroupie fouille dans un coffre. Sa main plongée dans les effets de sa maîtresse fait écho à la main audacieuse de Mars, visant l'intimité de sa compagne ou son âme. Si c'est bien là, dans sa poitrine, que siège son âme, comme certains le pensent, Ovide le dit. Ça fait beaucoup, je fais une parenthèse, ça fait penser dans la Vénus d'Urbino de Titien, ces servantes qui fouillent aussi dans le coffre à côté où il y a un glissement symbolique. Dans la maison de Lucretius Fronto, la scène se déroule dans la chambre d'un palais. Le geste de Mars est nuancé par le bras de Vénus plié sous son manteau étroit, prolongeant le cercle que dessine autour d'elle la silhouette de son amant. Le couple est placé à gauche du tableau. C'est un Eros adolescent qui fait centre, debout sur un podium, se déhanchant pour manipuler son arc, à la façon de la sculpture de Lysippe. Autour de ses longues ailes tombent des tissus diaprés, dominant la profusion de formes et de couleurs qui animent le tableau. En contrepoint aux amants, deux femmes assises regardent d'un autre endroit. Derrière le vaste lit qui barre l'espace, deux autres suivantes apparaissent, entourant une intrigante figure masculine au front muni d'ailettes. Comme la femme à sa droite, la créature regarde le couple, portant avec sévérité son index à sa bouche. Il pourrait s'agir de Somnus, évoquant le sommeil coupable des amants et le flagrant délit à venir. Vénus se montre autrement plus entreprenante dans les peintures du quatrième style. Dans la maison de l'Éphèbe, les deux amants nous font face, étendus symétriquement. La déesse a passé son bras par-dessus l'épaule de Mars. La pyramide de leur corps, soulignée par leurs lances inclinées, est coiffée par une petite ombrelle rouge que maintient à bout de bras au-dessus d'eux un amour ailé. Le cliché est assez mauvais, mais quand je l'avais pris en photo, il y a un rideau de bambou comme ça, donc je tenais d'une main. C'était au moins pour avoir l'idée de la couleur. Évocation, là encore, par glissement du piège qui va se refermer sur les amants. Entre leurs jambes détournées, le bouclier de Mars repose, orienté vers la lumière. Et on sait que dans les récits, c'est souvent le Soleil qui découvre Mars et Vénus et qui va les dénoncer aux maris trompés. Donc dans ce reflet, qu'il soit dans les casques ou dans le bouclier, il y a souvent allusion à ça. En 7-9-47, elle apparaît devant nous, dénudée jusqu'aux cuisses, parée de bijoux, accoudée sur la jambe de son amant, soulevant sa main gracile au-dessus de sa tête. La lance entre ses doigts gouverne sa silhouette. Ses deux bras vrillent, sa gestuelle délicate trouve écho dans celle des amours qui l'entourent. On voit là-haut. Le premier, blotti au pied du couple, s'est attribué le casque du guerrier. Sa posture ronde interpelle les formes de la déesse, l'ellipse du bouclier, la vague de tissu qui réunit les jambes éparses des amants. Le second amour, debout au-dessus du groupe, approche une main du carquois dans son dos, tenant de l'autre le glaive du dieu désarmé. Mars entoure discrètement la beauté, sa main remontant le long de son bras, l'autre maintenant derrière elle un pan de son manteau. Son teint mat, l'étoffe rouge à son épaule, sollicite le rouge des armes, composant avec le vert des robes, flattant la chair claire de la déesse. Les regards se croisent, posés en sens inverse. La crainte perce dans celui de l'amour au premier plan, comme si, surpris par quelque intervention extérieure, la nôtre ou celle du mari trompé, le gamin voulait à la hâte se défaire de son casque.
Sur un tableau semblable de la maison de Lara Maxima, c'est Vénus qui, avec inquiétude, lève les yeux en l'air, tandis que Mars la regarde. Le groupe apparaît plus compact, émergeant d'un paysage ocre. Un promontoire rocheux domine les amants, d'où un amour se détache. La silhouette grise d'un arbre dans l'échappée, au fond, attire le bras tendu de Mars, déployant dans son dos comme un écrin le manteau de la belle. Le vêtement clair de l'un, son teint sombre, avive le teint clair, le vêtement sombre de l'autre, dans un subtil camailleux aux dimensions du tableau. Les doigts tombants de Vénus effleurent là encore la chevelure du dieu, et sa chevelure effleure sa joue. Deux amours devant eux se disputent le casque de Mars, leur corps en tension, incurvé en miroir, leurs ailes ouvertes, ne formant qu'une seule paire, le regard baissé de l'un, le regard levé de l'autre, font de leur cercle enjoué le reflet déformé du groupe des amants. L'alliance pacifique de mouvements et de forces contraires manifeste la nature même d'un amour qui unit le guerrier farouche à la beauté charnelle. On sait l'attachement des anciens à l'image du héros dompté, du dieu désarmé, détourné de sa vocation, de sa puissance virile, cédant tout entier à la volupté. Mars, Hercule, Achille, la grâce subjugue le corps indomptable du guerrier. Lucrèce, dans son prélude au De Rerum Natura, avait su donner au motif une portée métaphorique. Je le lis là. Toi seul accorde aux mortels le bonheur de la paix, puisque le dieu des armes, maître des combats féroces, Mars vient souvent se réfugier sur ton sein, vaincu par la blessure éternelle de l'amour. Il y pose sa belle nuque, puis, levant les yeux, avide, s'enivre d'amour à ta vue, déesse, et ployé contre toi, suspend son souffle à tes lèvres. Lorsqu'il reposera, enlacé à ton corps sacré, fonds-toi en son étreinte et tendrement exhale pour les Romains, grande Vénus, tes prières de paix. À Adonis, la déesse ouvre aussi ses bras. L'altière sensualité qu'elle affiche aux côtés de Mars se fait dans les représentations néroniennes ou flaviennes, inclination tendre. Dans la maison aux chapiteaux colorés, comme dans la maison du citariste, Vénus soutient le corps de son amant, étendu derrière lui en sens inverse. Ses yeux sont fixés sur le profil du jeune homme, deux lances se croisent sous le bras accoudé de l'éphèbe, leurs mains convergent sous une couronne de feuilles. En contrepoint, à nouveau, à leurs pieds, deux amours se donnent la main. Dans la mégalographie de la maison à l'Adonis blessé, ce sont encore des enfants ailés qui entourent de leurs soins le chasseur. L'un pense sa cuisse, un autre soutient son bras affaibli, sous lequel Vénus elle-même a passé sa main. La déesse se tient derrière son favori, elle domine son corps nu étendu. Son bras remontant le long de sa lance, le bras appuyé d'Adonis, reflète le bras appuyé d'Adonis, pondère son autre bras tendu. Les yeux levés du mortel, béant à la lumière, trouvent écho dans le double regard du jeune Achille vers Chiron, figuré dans les deux groupes qui encadrent à une échelle réduite l'espace pictural. La sollicitude du centaure évoque celle de la déesse, la tendresse entre le maître et l'élève, celle des amants. Penché au-dessus d'un rocher, un amour regarde pensivement le couple, là-haut. De même qu'en contrebas, la figure coiffée d'un bonnet phrygien, comme une vision prémonitoire du deuil à venir. Une filiation semble bien se dessiner entre cette représentation d'Adonis étendu contre Vénus, la posture de Mars réfugié au sein de la déesse imaginée par Lucrèce, et le Dionysos alangui au centre de la mégalographie de la Villa des Mystères. Le dieu, gagné par le vin, est étendu sur un tabouret en contrebas du siège où se tient l'énigmatique déesse. Il a posé sa tête contre son sein et, relevant son bras pour l'étreindre, la cherche des yeux. Son tir s'appuyait sur le tabouret croise l'axe de son corps. Il est nu jusqu'à la ceinture, une de ses sandales s'est détachée. La femme a passé son bras dans son cou, une main glissée sur sa poitrine, pas loin du geste moins fort que le geste de saisir le sein, mais il est ici féminin. Tandis que l'autre serre au-dessus de son épaule un morceau de son manteau. De ces subtiles marques de tendresse, ceux qui en elle reconnaissent Ariane ont su tirer argument.
Bacchus en adoration devant une amante épouse qu'il fait trôner plus haut que lui, écrit Paul Venn. Pierre Boyancé, puis Gilles Sauron, tenant eux pour significative la position dominante de la déesse, la déférence du dieu à son égard, y ont plutôt vu l'expression d'une relation dissymétrique, moins familière à un couple d'amants qu'à une mère et son fils. On retiendra que les différentes séquences de la frise convergent dans ces deux corps, que la solitude des regards, la violence latente, l'étrangeté du masculin et du féminin se résolvent dans le contact de leur chair, dans le naturel de gestes affectueux. Et le couple offre en effet, à travers la frise, le seul point de contact entre homme et femme. Du contact des chairs, des caresses, des enlacements, de l'ardeur parfois excessive, des gestes qui façonnent le cercle amoureux. Les représentations de Neptune et Amymone nous livrent elles aussi une vision féconde. Le mélange de douceur et de rudesse qui s'en dégage renvoie aux circonstances particulières de leur rencontre, où, poursuivi par un satyre, Amymone en appelle à Poséidon, et ce qu'elle n'a pas accordé au satyre, elle l'accorde à Poséidon. Sur cette représentation en 9-5-14, les amants sont là inscrits dans un même cercle dessiné par le manteau du dieu qui, retenu par le bras en arc d'Amymone, bombe sous l'effet du vent. La belle est étendue contre Neptune, accoudée sur sa cuisse, la chair claire éclate sur la chair mate. Elle a posé sa tête sur son épaule, il incline vers elle la sienne, leurs bras pliés s'accordent, riment. Et sur sa longue queue de poisson, un triton les transporte, les pattes, le buste dressé dans l'étendue où ciel et mer se confondent, où vert et ocre s'interpellent. Dans un geste qui fait écho à celui d'Amymone, il leur présente l'urne d'or de laquelle le dieu fera pour la jeune femme couler les eaux divines. L'axe est exactement le même que les bras d'Amymone. Le motif de la traversée amoureuse, celui du manteau en auréolant les amants comme le voile d'un navire, reviennent dans les décors du Triclinium 8 de la villa de Carmiano. Je vais conclure. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'ajouter là-dessus. On est dans les mêmes... Je conclus. Paul Claudel, dans l'œil écoute, à propos de la peinture hollandaise, parlait de tableaux dont le ton était pesé en commas et en atomes. Les commas, ces intervalles de musique, où toute ligne et surface étaient conviées au concert de la géométrie, comme entraînées dans des chevauchées de théorèmes. On sait l'attachement des anciens à la figure du cercle, à la sphère. Platon s'en fait écho dans le Timée, Cicéron dans la nature des dieux. Et ce n'est pas seulement, on l'a vu, les bras des amants, leur corps, leurs effets, leurs regards qui se mettent à tourner. C'est le monde qui fait cercle autour d'eux, résonne et fait résonner leur chant d'harmonie. L'instant est toujours fragile, la menace latente, la chute possible. L'amour est un état de grâce. On trouve naturellement le prolongement de ce cercle amoureux dans les figures en apesanteur. Le cercle amoureux contredit la solitude de Narcisse. Et Platon allait plus loin dans le banquet, et je terminerai là-dessus, désignant l'amour comme réparation et accomplissement. L'amour recompose l'antique nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine. Chacun de nous est donc comme une tessère d'hospitalité, puisque nous avons été coupés comme des sols et que nous sommes devenus deux, ainsi chacun cherche sa moitié. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Baptiste. Alors, je suis un peu triste parce que j'ai cru comprendre que c'était ta
ta conclusion, non? Sur l'amour. Ouais, donc tu vas commencer Après, ça devient tragique. Un nouveau cycle. Ils se déchirent. Mais là, sur des images heureuses, ouais. Ouais, il pourrait y avoir les figures en apesanteur, mais à mon avis, c'est plus intéressant de les intégrer dans une réflexion générale sur l'apesanteur dans la peinture, parmi les autres états de grâce. L'ivresse, la transe, la possession dionysiaque, l'amour. Et Platon a largement des textes pour mettre l'amour parmi tous ces états-là. Voilà. Eh bien, on attend la suite. Alors moi, je dois dire que... je m'en excuse pour près de Gilles Sauron, mais là, dans cette suite d'images que tu nous as montrées, en fait, alors j'ai toujours été très convaincue par l'hypothèse de Gilles Sauron sur le couple de Dionysos et Sémélé, enfin justement pas le couple. Mais alors là, en fait, ça m'a paru d'un coup tellement évident qu'en fait c'était un geste d'abandon et amoureux. Enfin, dans ta série, ouais, il y a des échos ailleurs où l'homme ouais, n'est pas là, toujours en position dominante dans le. Après, je crois vraiment que quelle que soit la tête de cette déesse disparue, le propos est un peu le même dans l'économie de la frise elle-même. Enfin, c'est vraiment le point de convergence du masculin et du féminin, qu'ils soient amoureux ou dans la piété filiale. Mais c'est un moment de résolution de tout ce qui se joue de manière très... Ouais, il y a une violence latente, il y a une hostilité tout au long, et ça se résout dans une image d'harmonie ou de concorde. C'est sûrement amoureux, c'est joli. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des remarques? Ça prête souvent plus à la méditation qu'aux questions, les interventions de Baptiste. Mais est-ce qu'il y a des méditations que vous souhaitez nous soumettre? Merci. Ouais. Merci.